Merci Constant. On va enchaîner très très vite pour cette dernière session de la journée. Et on va essayer d'aller vite et on va essayer de démontrer avec mon invité que je vais vous demander d'accueillir bien fort dès qu'on va faire une session en 2 temps. Je vous encourage, même si la journée était longue, à rester. Non pas parce que j'ai le plaisir de modérer cette session, mais parce que j'ai un invité exceptionnel qui va, je suis certain, nous démontrer que l'on peut être africain, que l'on peut être francophone et que l'on peut être concis. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, d'appeler Youssou N'Dour. La francophonie, la francophonie, mon la francophonie. Youssou, on ne peut pas commencer cette session sans faire le lien avec la précédente. Tu es également un homme de médias avant d'être un artiste ou en parallèle d'être un grand artiste international. Quelle est ta réaction à ce qui vient de se discuter, à ce qui vient de se dire ? Merci Richard pour l'invitation et je remercie aussi l'APIX. Oui, il y a 2 chemins. Il y a ce qu'on appelle la perfusion et l'autre chemin. Moi, je n'ai pas pris le chemin de la perfusion. Le chemin de la perfusion, c'est celui qui paye, commande. Et c'est-à-dire, il y a des gens qui vont voir des puissances économiques personnelles ou des entreprises ou des personnes, essayer de les convaincre pour qu'ils investissent dans la presse. Les intérêts peuvent être des intérêts politiques, économiques, stratégiques. Et comme cela, je pense que nous avons beaucoup de gens qui fonctionnent dans ce cadre-là. Et comme disait tout à l'heure un intervenant, quand on vous donne de l'argent, on vous dit où il faut passer. Qui paye commande. Oui. Moi, je n'ai pas pris ce chemin. Moi, simplement, j'ai gagné 2 francs. J'ai essayé d'investir sur 2 francs, etc., évoluer et garder ma liberté. Et une des premières choses que j'ai eu à faire quand Son Excellence le Président Macky Sall m'a demandé de rentrer dans le gouvernement, je lui ai dit, tout en étant convaincu qu'il avait compris, et c'était sa démarche aussi, que je ne venais pas dans le gouvernement dans ma poche avec mon journal, ma télé et ma radio. J'ai un modèle. Ce modèle-là ne suit pas mes choix politiques. Et c'est quelque chose que le président comprenait exactement et ce qui a permis à notre groupe de rester. Parce que vous le savez, quand on rentre dans un gouvernement, il y a l'ère impopulaire qui arrive, c'est normal dans un premier temps, et mon groupe n'a pas pris de ride. Depuis, je touche du bois, on est resté au même niveau, le même nombre d'exemplaires et peut-être aussi assez d'écoute, ce qui veut dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc moi j'ai pris l'autre chemin, il y a le chemin plus facile et le chemin beaucoup plus difficile, mais avec une certaine liberté. Voilà. Dans le monde des médias, Youssou, est-ce que tu ne penses pas, on a beaucoup parlé, on a tendance toute la journée, c'est vrai qu'on a, avec notre ami, et que je tiens vraiment à remercier, Muntagassi et toute son équipe de l'APIX, qui ont vraiment travaillé ardemment à la préparation de ce sommet. C'est vrai, il mérite d'être applaudi, une équipe formidable. Et en fait, depuis ce matin, j'ai l'impression, on va s'auto-flageller un peu, que le premier forum économique de la francophonie est devenu un premier forum économique de l'Afrique. Et je pense qu'il faut qu'on élargisse un peu plus le débat. Est-ce que tu penses qu'un groupe comme le tien doit devenir un champion sur son continent, puisque ta terre d'expression, c'est l'Afrique, et qu'il faudrait éventuellement concentrer un peu plus le nombre de groupes médias et essayer d'aller, comme dans les textiles, comme dans l'hôtellerie, comme dans
les télécommunications vers une tendance de construction de groupes puissants, forts, créateurs d'emplois parce que solides? Tu m'as invité ici à parler de la culture, l'économie de la culture. On va venir dans 2 minutes sur Ce la débat culture. qui vient de passer était un débat très intéressant. Bon, je vais juste répondre. Il faut qu'ils arrêtent. C'est le satellite qui envoie en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Moi, je suis sur le satellite. Il ne faut pas qu'on nous fasse comprendre que les décisions viennent d'Europe, ils ont plus de moyens. Non. Là où Canal part aujourd'hui, là où France 24, TV5 part, nous, groupe Futur Média, au niveau d'un thé, on est là-bas. Attends, bon, des fois on nous explique comme si c'est rien d'autre de voir grand, d'être ambitieux. On est là-bas, là où tu peux voir TV5, tu peux voir TFM et d'autres chaînes de télévision qui sont basées en Afrique, qui ont pris le risque d'aller discuter avec les compagnies qui gèrent les satellites, discuter avec eux et monter à partir de Dakar et être partout. Maintenant, une fois que l'infrastructure est là, c'est une bataille de contenu. Nous avons combien de langues? Nous avons combien d'ethnies? Combien de pays au niveau de l'Afrique? Nous avons à multiplier toutes ces choses-là pour être en fait fort au niveau contenu. Donc, aujourd'hui, sans vraiment décourager les nouveaux projets qui arrivent en Afrique avec nos amis de l'Europe et tout, on vous attend de pied ferme. Ah non, on vous attend de pied ferme. On n'attend pas que vous veniez faire le travail pour nous. On est là, il y a des professionnels, on est sur le satellite, comme je vous dis. On a des imprimeries modernes, comme ce que vous avez. On a des banques. Et les gens s'intéressent. Donc, on n'attend pas que vous veniez faire les beaux jours de l'Afrique. On est déjà beau. C'est vrai. Revenons à la culture. Tu as été ministre de la Culture et tu es aussi un entrepreneur et un acteur économique. Est-ce que tu penses que la culture peut véritablement avoir un impact économique en francophonie? Et quel serait son territoire d'expression économiquement? Merci. Moi, j'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir mené ma carrière et après d'avoir eu la chance aussi d'être ministre de la Culture. Donc il y a deux chemins. Celui de la perfusion, encore une fois. Quand j'étais ministre de la Culture, je recevais des gens et j'attendais des projets. J'entendais qu'on parlait que de subventions. Les gens me parlent que de subventions. Monsieur le ministre, comment on va faire pour augmenter cette subvention pour l'année prochaine, etc. Et c'est ça le grand problème. Il faut qu'on parle de l'économie de la culture. La culture au niveau de l'emploi. Combien nous sommes? Il n'y a pas d'appareil de mesure qui puisse nous permettre de dire combien nous représentons, le poids de la culture au niveau de l'économie. Nous ne savons pas. Et toutes ces choses-là font qu'on ne parle que, l'élite parle que de la culture, du contenu des livres, etc. Il y a eu un excellent travail fait depuis très très longtemps par nos pères. Mais aujourd'hui, comme le disait une grande personnalité de ce pays, un marabout, philosophe, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, je vais le dire en wolof, il disait « Nuru sa baay baax na trop, waaye nuru jamono ko gëm ». J'ai tout compris. Ressembler à son père, c'est une très très bonne chose qu'on encourage ici, mais lui il dit il faut ressembler à l'époque, à ton époque. Et je pense que c'est important, ça veut tout dire. Nous avons parlé de la culture, l'élite en a parlé, on a eu vraiment énormément de choses. Parlons de l'économie de la culture. Et c'est ça, pour revenir à ta question,
c'est qu'il y a deux chemins. Le chemin de la facilité. Dans le cinéma, si le CNCA qui a des subventions, les gens vont essayer de convaincre pour financer le cinéma, des films que personne ne regarde. Personne ne regarde. Quand quelqu'un va prendre son argent, il dit, j'ai ma cible, ce sont les Sénégalais, les Maliens. Il va faire tout comme Hollywood a fait pour essayer de plaire à sa cible. On va en parler dans un instant avec un producteur c'est ça. de film. Si on est perfusionné, qui paye commande, on vous dit, faites un film, parlez-nous de Kantcharoy avec tout le respect, les choses comme ça, les gens, ils zappent. Dites-moi, depuis plus de 10 ans, quels sont les films africains qui ont vraiment touché le plus grand nombre d'Africains. Il y a un film ivoirien, tout le monde se souvient, où la personne avait ses 2 épouses et 3 épouses. C'est le tube. C'est le tube. Tout le monde l'a vu. On nous donne des prix, on en parle, la presse en parle, personne ne regarde. Il y a 5% de personnes qui vont regarder, qui vont faire des papiers et tout. Nous voulons parler du cinéma qui intéresse les Africains. Les Africains quittent chez eux pour aller au cinéma regarder. Pour cela, le contenu doit être conforme avec la réalité, avec notre époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de nos États, je fus quand même ministre de la Culture, il y a des réformes qu'on attend. Les réformes, c'est diminuer un peu ce que j'appelle le fonctionnement, la dépendance, et essayer de pousser autour de l'investissement. Beaucoup d'hommes de culture qui tournent autour des ministères de la culture de nos pays vont me contredire, mais il faut diminuer le fonctionnement et mettre un peu plus d'argent au niveau de l'investissement. C'est ça la réalité. Et ça, on ressemble à notre époque. Si nous restons dans le même système, c'est old fashion. Excusez-moi, on est en francophonie, mais c'est old fashion. Si on devait, c'est ma dernière question avant qu'on se fasse rejoindre par nos autres amis panélistes, si tu avais un conseil, une proposition concrète à faire à tous les ministres de la Culture de la francophonie, quel serait-il? Un conseil concret, une action, une mesure qu'ils pourraient prendre pour faciliter et encourager l'impact de la culture dans l'économie? D'abord, je pense que, restons dans le cadre de la francophonie. Hier, une dame a été portée comme secrétaire général de la francophonie, avec un discours cohérent, un discours qui prend en compte aussi l'économie de la culture, et je pense que c'est très important. Et autour de la francophonie, nous devons être un peu plus ambitieux en conseillant à nos gouvernements d'essayer de faire des réformes autour du ministère de la Culture. Vous savez, recréer la roue, c'est assez difficile. Prenons l'exemple de notre vrai concurrent, les États-Unis. Il n'y a pas de ministère de la Culture. Je ne dis pas qu'on arrête de mettre le ministère de la Culture. Il n'y a pas. Et quand il vous arrive de pirater un film américain, vous parlez avec le FBI. C'est très vrai. Absolument. Vous parlez avec le FBI. Il n'y a pas de ministère de la Culture, mais vous parlerez avec le FBI. Le ministère de la Culture, au vrai sens du mot, c'est Hollywood. Donc, il faut faire des réformes. Il faut créer des emplois. Il faut que nos banques travaillent avec l'économie de la culture. Les banques ne vont jamais financer ces films dont je parlais tout à l'heure. Vont financer un film qui va marcher et qui va permettre au réalisateur d'avoir des recettes pour rembourser sa dette. Donc voilà. Merci Youssou. On va se faire rejoindre, et c'est une très bonne transition justement pour parler de droits d'auteur notamment, par Claude Gaillard, directeur général international de la SACEM, par Hervé Névé, qui est le fondateur et le producteur général de la Chauve-souris France, que je vous demande d'applaudir, qui est producteur de cinéma, et enfin par Monsieur Pape Massensé,
Sen, pardon, qui est le délégué général adjoint au délégué général du Sommet de la francophonie et ancien secrétaire général du ministère de la Culture, chercheur et éminente personnalité dans le domaine de la culture du Sénégal. Claude, en tant que SACEM, déjà rappelons à nos amis présents dans la salle ce qu'est très brièvement la SACEM, cette société des auteurs, et comment la SACEM peut aujourd'hui protéger les artistes africains. Là, je reviens délibérément au continent africain. Tout d'abord, merci de me donner cette opportunité de prendre la parole ici. La SACEM est une société qui est la première société d'auteurs dans le monde et le nombre de ses membres. Combien de membres? 150 000. 150 000. Et par ses collectes aussi, nous collectons 840 millions d'euros, dont 90% sur le marché domestique français et 10% proviennent de l'international. Cela étant, la SACEM, évidemment, a une longue histoire pour les raisons historiques que chacun connaît avec l'Afrique. Et nous avons un nombre important de sociétaires qui sont d'Afrique, 7 000 au total, 3 000 d'Afrique du Nord et 4 000 d'Afrique subsaharienne. Ils viennent spontanément chez vous ou c'est vous qui les sollicitez? Ils viennent spontanément. Ils viennent spontanément et nous avons compté des membres qui sont au dehors de l'espace francophone. Myriam Makeba était membre de la SACEM. Est-ce que Youssou N'Dour est membre de la SACEM? Youssou N'Dour, non, est membre du Bureau sénégalais du droit d'auteur, très bien. Qui est une société de plein exercice, et donc il n'est pas directement membre de la SACEM. Donc voilà, nous nous chargeons évidemment de collecter et de répartir les droits de nos membres. Mais si je peux me permettre précisément, Richard, aussi de rebondir sur un propos de Youssou N'Dour lorsqu'il a évoqué la situation qui prévaut en Afrique et qui est cette absence de connaissance du secteur économique de la culture. Je voudrais simplement signaler une chose à ce sujet. Nous connaissons une situation assez voisine, en Europe, en tout cas en France. L'année dernière, les secteurs de l'industrie culturelle français se sont rassemblés pour cofinancer une étude, pour savoir ce qu'il en était finalement des industries culturelles dans l'économie française globale. Cette étude, nous l'avons confiée à un cabinet extérieur indépendant, le cabinet Ernst & Young, pour ne pas le nommer, pour surtout ne pas être suspecté de biaiser les chiffres. Et les conclusions de cette étude, qui a été transversale, qui a couvert 9 secteurs culturels, de la radio à la télévision, en passant par le cinéma, le livre, les arts du spectacle vivant, etc. Cette étude a créé un véritable effet de surprise lorsqu'elle a été publiée. Parce que tout d'un coup, la presse, comme les responsables politiques, se sont rendus compte que les industries culturelles, eh bien en France, c'était plus important que l'automobile. C'était plus important que le luxe. Le micro. Pardon. Donc en France, on a constaté, c'est le résultat de l'étude, que les industries culturelles françaises étaient plus importantes, pesaient plus lourd dans l'économie globale que l'industrie automobile, que l'industrie du luxe. C'est 1,2 million d'emplois, c'est-à-dire 5% de l'emploi en France, des emplois non délocalisables, puisque quand on fait de la culture, quand on crée un festival à Avignon, les emplois, ils sont créés à Avignon. Ils ne sont pas créés en dehors, ils ne peuvent pas être délocalisés. Et donc, nous avons, de ce fait, pris conscience, et la presse avec nous, de l'importance de l'industrie culturelle. Et je voudrais d'ailleurs vous signaler, c'est une information, cette étude qui a été réalisée au plan national français, elle va demain être présentée, ses conclusions, parce qu'elle a été portée au niveau européen. Et le conseil d'administration de la CISAC, les confédérations des sociétés d'auteurs et de compositeurs, a pris la décision, il y a une quinzaine de jours, de financer une étude monde, avec un focus particulier sur l'Afrique. Autrement dit, nous aurons au printemps 2015 une étude mondiale sur le poids des industries culturelles, et cette étude mondiale comportera un volet
très spécifique sur le cas de l'Afrique pour Ça précisément... va répondre à l'idée et à la suggestion que Youssou faisait à l'instant. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que le montant de tout ce que vous collectez puisse être, au-delà des sociétaires, avec leur accord peut-être, réinjecté pour financer des projets culturels en francophonie? Alors là, il y a un deuxième volet sur lequel nous sommes très actifs à la SACEM. C'est celui qui consiste à promouvoir, autant que faire se peut, un système que nous considérons comme un système vertueux, qui est celui de la rémunération pour copie privée. Ce système existe dans la plupart des pays européens. Il assure la rémunération des ayants droit lorsque leurs œuvres font l'objet de copies sur des appareils tels que celui-ci ou des tablettes, par la collecte d'une redevance qui est perçue au moment de l'achat du matériel, redevance qui est relativement modeste et qui ne dépasse pas en général 1% du prix du matériel. Ces collectes, par exemple, ont représenté en Europe 450 millions d'euros l'année dernière. Nous avons fait des études qui évaluent le potentiel sur l'Afrique, en l'état actuel, aux environs de 250 millions d'euros. Et ces systèmes prévoient, c'est le cas en tout cas en Europe, et l'Afrique peut se servir de cet exemple, prévoient d'affecter à des actions culturelles, à des budgets culturels, entre 25, voire 30, voire 50% des sommes collectées. Autrement dit, si demain l'Afrique se dote de systèmes de rémunération de ce genre, c'est susceptible de dégager des suppléments disponibles pour une action culturelle de soutien qui se chiffre par plusieurs dizaines de millions d'euros. Merci. Oui, Youssou, intervenez à tout moment. Merci. Merci. Je pense que pour être beaucoup plus précis, parce que j'ai eu à faire une réunion récemment avec la SACEM, donc en fait, c'est très simple. On taxe les smartphones, les téléphones, les ordinateurs qui sont capables de télécharger 0,0%, et cette somme est versée dans le cadre de ce qu'on appelle les droits voisins. Et à partir de ça, nous avons déjà répondu à la grande question de la piraterie. Parce qu'on ne vend plus de disques, on n'en a jamais vendu ici, mais on ne vend plus de disques. Mais ce qui a fait qu'on ne vend plus de disques, c'est qu'il y a le téléchargement. Et le téléchargement va être taxé autour des appareils et cette somme reversée à la société. Et ce qui permet de prendre 30%, 40% pour les investissements, mais l'argent, d'abord, est pour les ayants droit, dans un premier temps. Voilà, les ayants droit devront donner leur accord pour qu'un pourcentage soit pour l'investissement. Réinvesti. Voilà. Ça, c'est une mode de financement innovant, très intéressante. Éric Névé, vous êtes producteur en France, au Sénégal, je crois également. Si je ne m'abuse, vous êtes aussi en charge de la promotion du cinéma français dans le monde. Comment se porte le cinéma français? Comment se porte cette économie? Comment se porte le cinéma francophone? Alors, le cinéma français est un exemple assez judicieux de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'on a une très belle image, on a l'impression qu'on est un ambassadeur formidable, et en même temps, nous traversons une crise économique et financière sans précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, au passage au numérique, c'est quand même le plus grand passage depuis l'histoire du cinéma et de la création du cinéma, on a énormément de problèmes pour monétiser les œuvres. Et ne pas monétiser les œuvres, ça veut dire à terme tuer la création. C'est-à-dire que les artistes et tout l'écosystème qui va autour a besoin d'argent. Et c'est vrai qu'il faut un peu repenser tout ça. Il faut absolument repenser nos business plans de films, nos systèmes d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se passe en Afrique est très très intéressant. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit, et plusieurs données particulièrement pertinentes. La première, c'est que l'Afrique va avoir de plus en plus besoin, on a déjà besoin, mais va avoir de plus en plus besoin d'un marché et de produits locaux. On s'aperçoit que quand on produit localement, il y a de l'appétence. Il n'y a pas que les films américains qui s'imposent, il y a aussi les films locaux, et tous les cinémas de la planète
fonctionne comme ça. Il y a une part de cinéma qui vient de l'étranger, c'est la beauté de la culture et de l'échange culturel, et une part de production locale. Or, cette production locale se trouve face à une crise vraiment de fond, de trouver son financement. Or, aujourd'hui, il faut penser un peu 21e siècle, un peu moderne, c'est-à-dire que fini d'aller tendre la main auprès des États, aujourd'hui l'argent, il est dans les grands groupes, et il va falloir essayer d'organiser la culture de cette manière-là. On a un public jeune qui est habitué à une forme de gratuité. Il va falloir effectivement taxer et prendre les sommes beaucoup plus en amont. La culture est quelque chose de très difficile, immatériel et pourtant indispensable à la respiration d'une société. Je veux dire, la stabilité même démocratique d'une société tient aussi à la vivacité de son expression culturelle. Et donc, on est en train de repenser ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est fait au Brésil, par exemple, j'aime pas trop de parler des exemples français parce que ça fait un peu néo-impérialiste. J'aime bien parler des exemples culturels brésiliens et coréens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui finance la culture? Ce sont les grands groupes. Ils le financent à travers des outils de défiscalisation. Ce dont a besoin le cinéma, mais la culture aussi, c'est d'un écosystème législatif, de règles, d'une fiscalité appropriée, d'une organisation un peu plus pertinente que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu le Far West. On a des grands groupes qui ont besoin de contenu, mais qui ne les payent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait... Pardon, allez-y. Non, je ne vais pas vous... Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser vraiment en termes d'écosystème. C'est-à-dire qu'on demande qui faut-il convaincre pour une culture, parce que c'est le sujet. Ce sont les politiques. Et les politiques, on a besoin de quoi? De règles. Par exemple, juste pour finir, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Au Brésil, en fin d'année, les producteurs vont faire leur collecte. Les grands groupes comme Petrobras, etc., ont des très, très gros montants de bénéfices. On les défiscalise, on les investit dans la culture. Ça, c'est quelque chose de vertueux. Par exemple, les opérateurs de télécommunications, que ce soit Orange ou autres, on les taxe sur un pourcentage de chiffre d'affaires qu'ils doivent investir dans la culture. Et ensuite, c'est tout un métier, toute une filière qu'il faut organiser. Et là où je rejoins complètement Monsieur le ministre Youssou N'Dour, c'est qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'être en contact avec le public. C'est lui le juge de paix, c'est lui qui va garantir à terme l'indépendance des créateurs. Et pour ça, le public, il faut effectivement l'écouter. Et qui est le maillon qui manque cruellement dans la chaîne aujourd'hui? Ce sont les distributeurs. C'est le contact des créateurs, des films et du public. Et c'est ça qui nous manque vraiment. Mais aujourd'hui, on a plus besoin de réfléchir sur une organisation que d'aller tendre la main et chercher des fonds. Je vais poser une question et essayer de me répondre simplement, même si c'est peut-être une réponse complexe, ou plutôt une question complexe. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, concrètement, pour que dans 2 ans, nous nous retrouvions là et qu'on fasse le constat que dans les 2 prochaines années, on ait eu la capacité de créer, de produire ici, en Afrique francophone, et d'exporter? Alors, effectivement, la francophonie, c'est un marché énorme pour aussi les producteurs du Sud et pour les producteurs africains. Ce qu'il faut, c'est quelques règles très simples. Des règles d'organisation sur les salles de cinéma, sur l'exploitation vidéo et la contribution des opérateurs et des diffuseurs télévision. C'est tout, c'est une dizaine de petites règles qui vont rendre transparent le jeu et qui vont permettre aux producteurs, aux réalisateurs d'aller vraiment structurer ce dont a besoin aujourd'hui l'Afrique, une filière pour pouvoir produire localement et ensuite pour le marché international. Youssou N'Dour, est-ce que vous seriez d'accord pour réfléchir quelques instants avec Éric Névé et faire une proposition, une série de propositions et de règles, puisqu'on aimerait que ce forum économique de la francophonie puisse également émettre des propositions concrètes? Parce que vous avez parlé un peu du même sujet tout à l'heure sur la production cinématographique et culturelle francophone. Le mécénat nous tue. Il faut arrêter ça. Les exemples sont là. On va au Nigeria, ils ont créé Nollywood. Ça fonctionne. Jusqu'en Jamaïque. Et sans mécénat. Sans mécénat, absolument. Il faut arrêter ça. Je pense que c'est la vieille méthode. Il faut arrêter ça, il faut avancer. Comme j'ai dit, il faut ressembler à son époque. Il faut toucher le public. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Merci.
Pape Massensen, 2 questions. La première, en tant qu'observateur au Sénégal et puis en tant qu'adjoint au délégué général de la francophonie, vous avez vraiment baigné dans la préparation depuis des mois et des mois. Comment est-ce que vous sentez la présence au Sénégal, dans votre pays, puisqu'on parle de culture francophone, du français? Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que c'est en érosion? Est-ce que c'est stable? Comment vous percevez ça dans le quotidien du pays? Vous parlez la perception du français, j'entends très mal. Oui, enfin le français, la langue française. Bien. Écoutez, c'est vrai que je n'étais absolument pas venu pour ça. D'ailleurs, j'étais particulièrement intéressé dans un forum sur l'économie, que l'on puisse se poser les bonnes questions sur en quoi la culture est un secteur économique rentable, en quoi la culture impacte d'autres secteurs de développement. Je vais venir à ça, mais j'aimerais juste avoir cette petite illustration. Puisque vous me lancez sur la langue française, je vais vous dire simplement et très rapidement ce que tous les chefs d'État ont dit ici. Je ne me pose pas la question de la langue française en question d'opposition. C'est une question que Senghor avait réglée depuis longtemps, en disant que la francophonie ne s'oppose pas, elle se pose simplement. Mais, pour utiliser un autre terme, si nous étions dans le domaine matériel, lorsque j'ai 10 bouteilles et que je vous en distribue, je me retrouverai à la fin avec moins 4 bouteilles parce que j'en ai donné à 4 personnes. Ce que les gens n'arrivent pas à saisir encore dans le fonctionnement de la culture, c'est que nous sommes dans un processus de multiplication. Ce que nous sommes en train de dire ici autour de cette table, nous le partageons avec toute cette salle, mais il n'y a personne d'entre nous qui est en train de perdre quelque chose. Au contraire, c'est tout le monde qui y gagne parce que nous partageons du savoir. Le partage du savoir est un partage multiplicateur. Autrement dit et simplement, parler le français ne m'empêche pas de parler sérère, ne m'empêche pas de parler wolof, ne m'empêche pas de parler anglais. À partir de ce moment-là, le français ne saurait être un frein. C'est un plus. Merci. Alors revenons justement à la question que vous évoquiez sur la contribution de la culture à, je dirais, l'écosystème économique. Voilà, sur ce plan-là, vraiment, nous avons énormément de problèmes et je pense avec le ministre Youssou Ndour qu'il serait important que nous puissions organiser une réflexion un peu plus approfondie. Ce ne sont pas des préoccupations qu'on règle en 2-3 minutes. Je souriais beaucoup, je suis venu juste au départ en me disant je vais venir juste faire un peu de provocation. Lorsque vous regardez ce qu'il y a marqué derrière, c'est mentionné, la culture, c'est aussi un secteur économique, comme si ça n'était pas évident. Lorsque l'on ouvre votre document de forum économique, on nous dit comment la culture impacte les autres secteurs économiques. Je suis au regret de vous dire qu'il y a là, et ça n'a rien à voir avec vous, c'est toute notre société francophone qui fonctionne de cette manière. J'ai bien aimé l'exemple de Youssou Ndour par rapport aux États-Unis. Je nuance juste en disant ils n'ont pas de ministère de la culture parce qu'au départ, c'est une société particulièrement violente et qui n'est pas une société de culture qui projette d'abord. Nous sommes, nous, dans le système francophone, une société qui conçoit d'abord avant de mettre en œuvre. Aussi longtemps que les gens ne se poseront pas 2 bonnes questions. La culture, c'est ce qui nous fait, vous, M. Athias, Youssou Ndour, moi-même et tous ceux qui sont ici. Mais aussi, c'est la culture qui nous fait faire. Dès qu'on se pose la question comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait, nous entrons dans le secteur de la culture comme n'importe quelle activité humaine. Ça n'a rien à voir avec l'identité. Et c'est pour ça que vous avez dans le domaine des arts, le marché des arts. Vous le savez, je ne peux pas entrer dans les détails. J'étais venu avec des chiffres et les milliards que cela produit au niveau international. Vous avez le marché des spectacles vivants. Cela rapporte, ce n'est pas seulement le cinéma. Vous avez le marché de l'audiovisuel. Aujourd'hui, si nous nous appuyons sur notre patrimoine, je prends un exemple très simple. Les légendes, les contes, notre histoire, ce que chante Youssou Ndour, ce qui est un autre secteur. Et que nous transformions ces récits en bandes dessinées comme le Japon a fait pour les mangas. Vous vous imaginez le marché à l'intérieur de l'Afrique et à l'intérieur de l'espace francophone? Les bandes dessinées, tous les enfants du monde en raffolent. C'est un produit commercial, mais à contenu culturel.
De la même manière, j'ai 50 000 exemples que j'aurais pu mettre sur la table. Restons sur celui des bandes dessinées, très intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour que ça se transforme? Parce que c'est une vraie bonne idée. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a manqué? Les bandes dessinées, je dirais, existent depuis toujours, mais surtout les contes depuis encore plus longtemps. Qu'est-ce qui a manqué à la transformation? 3 choses, à mon sens. La première, ce n'est pas le financement. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir notre ami de la SACEM, mais là aussi, on ne se rend pas compte que même le mode de fonctionnement de la propriété intellectuelle, c'est une démarche d'abord culturelle à l'occidental. La propriété intellectuelle, le droit d'auteur, le brevet, rétribue un individu dit créateur. Lorsque nous disons le pagne mandiak, Serindiago, cette création, elle existe, mais elle est attribuée à toute une communauté comme patrimoine. Il n'y a aujourd'hui aucune règle dans le monde qui permet de payer un droit dit collectif à une communauté pour payer le patrimoine. Et c'est sur ce patrimoine africain que depuis longtemps, bien avant la colonisation, que les autres États sont venus puiser pour aller créer des droits individuels de l'autre côté. Monsieur Athias, posons-nous les bonnes questions. C'est l'objectif de ce débat. L'industrie textile, on le décore comment? On prend des figurines qu'on a puisées en Afrique, il n'y a pas de retombées pour l'Afrique, mais on les retrouve de l'autre côté sous prétexte que quelqu'un a eu la bonne idée de prendre la bonne photo au bon moment. Voilà le premier écueil. La réglementation suit et seulement après on parlerait d'investissement. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Au New York Forum Africa à Libreville cette année, Youssou N'Dour était parmi nous et le grand thème, c'était précisément de s'imposer des règles pour la transformation. Transformons sur le continent ce qui se crée, ce qui existe sur le continent. On va juste prendre 2-3 questions rapidement dans la salle. Ce serait frustrant de ne pas interroger nos brillantes personnalités. Mademoiselle, et une question, s'il vous plaît, pas une contribution. Profitons des témoignages de nos prestigieux invités. Bonsoir, je suis Oumi N'Dour, je suis chef du desk culture de la RTS, la télévision nationale, et je suis aussi dans le milieu du cinéma. Donc je suis très heureuse d'être devant Monsieur N'Dour parce qu'il est ministre de la République, mais il est aussi patron de presse et il est dans la culture. Alors je suis quand même assez étonnée de dire qui va regarder ces films. Personne ne va plus personne ne va regarder les films parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma. C'est très simple. Alors vous, est-ce qu'en tant que patron de presse, vous êtes prêt à mettre de l'argent pour coproduire des films, des séries en Afrique? C'est bien beau de dire que oui, personne ne les regarde, mais il faut d'abord les faire. L'État du Sénégal, me direz-vous, a voté une loi qui finance à hauteur d'1 milliard de francs CFA le cinéma, mais ce n'était pas une décision spontanée. Il a fallu que l'on remporte des prix au FESPACO pour que l'État se dise oui, ce secteur est quand même rentable, il est porteur, et c'est un bon ambassadeur pour la culture sénégalaise. Donc 1 milliard, c'est rien du tout, c'est même pas le budget de la pirogue, me direz-vous, Monsieur Névé, c'est même pas 1 milliard, mais on court encore derrière. Alors vous, j'espère que vous transmettrez ce message au président de la République, que pour bâtir cette économie créative, au niveau où sont les industries ou de production, les maisons de production sénégalaises, il nous faut cette perfusion que vous nous refusez aujourd'hui. Donnez-nous ça d'abord et on verra la suite. Maintenant, les salles ne suffiront pas. Il nous faut aussi être sur de nouveaux canaux. On a compris, mademoiselle. Voilà, merci beaucoup. Les nouveaux médias. Je vais prendre une question, le monsieur. C'est vraiment une question, hein? S'il vous plaît, on va prendre 2 autres questions rapidement. Merci. Moi, Essayez de faire court pour qu'on laisse le temps à nos orateurs de parler. C'est ça. Je m'appelle Ibrahim Sek. Je suis paysan qui fait de l'agriculture biologique, mais aussi je suis le coordinateur pour l'Afrique du réseau international pour la diversité culturelle. Et moi, ma question, c'est au-delà de la francophonie, la question de la culture dans le monde. Nous savons que les Nations Unies disent que les piliers du développement, c'est l'économique, c'est le social, c'est l'environnemental. La culture, quel futur nous voulons après 2015, la culture n'y existe pas. Cela veut dire que pour nous... Quelle est votre question, s'il vous plaît? Parce qu'on n'est pas aux Nations Unies, là. Posez-moi votre question. Ma question, c'est et à qui l'adressez-vous? Ma question, est-ce que les panélistes qui sont brillants, et je les salue vraiment, des personnalités dans le monde,
Et est-ce qu'ils sont d'accord que la culture est le premier pilier du développement? Et c'est une erreur des Nations Unies de dire que la culture ne fait pas partie des piliers du développement. On a compris votre énervement et on le transmettra à Ban Ki-moon. Pardon. Une question sur le jeune homme. Pardon, monsieur a le micro. Et le dernier avec le jeune homme en bleu, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Si vous pouvez vous présenter rapidement, une question brève. Bonsoir. Je m'appelle Thierno Talla, je suis le directeur du quotidien LAS. Si vous pouvez juste rapprocher votre micro, merci. Là, je pose ma question en tant que mélomane. Je me suis toujours demandé pourquoi cette puissance écrasante de la musique anglo-saxonne sur la musique francophone. Et je me suis toujours demandé pourquoi, grâce à un seul tube, un artiste américain pouvait devenir un artiste planétaire et être milliardaire. Je prends un exemple. Marvin Gaye, qui a une carrière très longue, il n'était connu que pour deux morceaux, Let's Get It On et Sexual Healing. Et ça a fait de lui un multimilliardaire. Les Beatles, pareil. Je dis donc, parce que ce n'est pas simplement une question de langue, la musique. Qu'est-ce qui fait cette domination-là? Encore qu'il y a Céline Dion, il y a Stromae, il y a Maître Jim. On a compris. Voilà. Merci infiniment, monsieur. Une petite dernière question. Très brève, alors. Vraiment, ce n'est pas pour être antipathique, mais voilà. on est Monsieur vraiment... Youssou N'Dour a dit que Nollywood s'exportait partout, même en Europe. Comment faire en sorte que la musique africaine soit aussi planétaire que Nollywood? Merci. Ça rejoint un peu votre question précédente. On va attendre 2 secondes avant de poser la question. Youssou N'Dour, est-ce que vous pouvez répondre à la première question qui est... Enfin, la dernière question plutôt liée à la musique, sur musique anglo-saxonne versus musique francophone, et avec le complément de question qu'a posé monsieur. Merci. Mais je crois que bon, c'est très simple. Même nous, Africains, aujourd'hui, qui avons eu la chance d'avoir ce qu'on appelle le tube, un hit, nous l'avons avec les anglo-saxons. Si vous allez en Angleterre, Baaba Maal est beaucoup plus connu en Angleterre qu'en France. Moi, la chanson qui a fait connaître un peu partout dans le monde s'appelle 7 Seconds. Ce n'est pas 7 secondes, mais 7 Seconds. C'est très difficile, mais nous sommes catégorisés. Hein. Voilà, le français, la francophonie pense que ce que nous faisons, c'est du folklore. C'est d'abord du folklore, tient à ce qu'on reste vraiment très original. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est de créer l'espace qui permet aux Africains qui ne viennent pas avec une couleur, qui arrivent à contribuer à une musique qui est consommée un peu partout. Et ça manque dans l'espace francophone. Vraiment, il y a eu énormément de collaborations, mais ces collaborations n'ont pas quitté la France, parce que dès qu'on a un succès en France, on dit que c'est planétaire, et ce n'est pas la réalité. Donc la musique anglo-saxonne a ses réalités, a son efficacité, et avance, parce que c'est une langue aussi qui est très très connue, la pop musique. Et si vous remarquez, juste pour laisser le micro, c'est ici au Sénégal, les gens qui ont collaboré avec les artistes sénégalais sont plus les Anglais et les Américains plus que les Français. Bon, ça, je ne peux pas répondre pourquoi. Mais chaque fois qu'un Sénégalais, qu'un Africain, qu'un Africain se retrouve dans le milieu universel, peut prétendre avoir le succès. Nous avons un exemple ici au Sénégal qui s'appelle Akon, qui ne fait pas du mbalax, ni de la musique traditionnelle, qui fait comme eux et qui a les mêmes succès. Donc, il faut séparer les choses. C'est pour cela que je dis, ne disons pas comment on va exporter notre musique. Allons d'abord, exportons-nous d'abord nous, et sortons les choses au niveau universel. Mais dire que cette musique qui vient du fin fond du Sénégal, il faut parvenir à ce que les Américains l'écoutent,
ça peut être compliqué. Chaque pays, chaque culture a sa tradition et les traditions ne peuvent pas être aussi populaires en dehors du pays. Voilà ce que je peux expliquer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Youssou N'Dour, juste une réponse très brève sur la question est-ce que vous seriez prêt en tant qu'entrepreneur, homme des médias également, à vous engager dans le financement de séries et de films? Mais on l'a déjà commencé, Oumé. Je pense qu'aujourd'hui, autour de nos télévisions, il y a beaucoup de contenus qui viennent de nos réalités et qui marchent fort, qui attirent des sponsors. Et je pense qu'il faut continuer. Et l'exemple aussi de Nollywood est là. Je crois qu'ici au Sénégal, il y a des gens qui regardent même des films qui viennent du Nigeria, où on parle anglais, où les gens s'intéressent à ça. Je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de financer tu vois, le côté intellectuel et la recherche et la préservation de nos richesses. Il faut continuer par le biais de l'État à les subventionner, mais laissons quand même le temps, le champ libre à la réalité économique. Si quelque chose ne marche pas, on fait le business plan, on dit ça ne marche pas, je ne mets pas mon argent. Et c'est ça la réalité. Tant qu'on n'aborde pas dans ce sens, on aura toujours des problèmes. On parle par exemple de BNDE. Moi je leur demande de financer la culture. Mais de voir que les projets sont rentables. Voilà un peu ce que je voulais dire. Pour ne pas aussi réintervenir, oui. Je voudrais juste dire qu'ici au Sénégal, nous avons beaucoup avancé et nous demandons ici encore que la nouvelle société, qui est une nouvelle société des droits, qui a vraiment été une bataille pour tous les artistes, on demande au gouvernement d'aller encore un peu plus vite pour que cette nouvelle société-là existe. La proposition que je voudrais faire pour la francophonie, c'est qu'on crée une plateforme au niveau de la francophonie qui va répondre à toutes ces questions, mais qui va se baser dans la réalité, mais pas dans l'imaginaire. Voilà ce que je voulais dire en laissant la parole à Pape Massène qui a vraiment été brillant sur la démarche à suivre. Voilà. Avant d'arriver au mot de la fin avec Pape Massène Sène, j'aimerais juste, Éric, vous vouliez réagir un tout petit peu brièvement sur la notion anglo-saxon francophone, je crois. Monsieur le ministre a commencé à répondre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de culture, j'ai l'impression que dans l'Assemblée, on parle de deux choses. On parle effectivement d'une culture populaire, mais aussi d'une culture plus exigeante, et je ne crois pas que l'une exclue l'autre. Je crois qu'effectivement, une société, c'est le reflet d'une société, la culture. Elle a besoin, au cœur de son économie, d'avoir des choses populaires, dont la sanction est le public et l'argent, mais elle a aussi besoin de laisser des grands artistes plus exigeants s'exprimer. Aujourd'hui, sinon, si nous n'avions pas ce système-là, des films comme À bout de souffle, comme Le Mépris, des grands auteurs comme Rivette n'existeraient pas. Donc, effectivement, il faut admettre que la culture n'est pas que de l'économie, c'est un peu plus aussi. Et il y a une notion, et ça veut dire qu'on arrive directement à une notion très très importante qui s'appelle l'exception culturelle. Et l'exception culturelle, c'est au cœur de notre combat de liberté par rapport à l'envahissement de la culture anglo-saxonne, où là, on n'est plus que dans le fait libéral et économique. Ce sont des distributeurs avant tout qui gagnent des parts de marché. Et là-dessus, pour finir juste, je sais qu'on est pressé. Brièvement, oui, j'aimerais que Pape Massène Sène... Bon, alors je vous laisse la parole. Merci, pardon. C'est frustrant, mais on aura encore d'autres occasions de parler. Pape Massène Sène, premièrement, comment réagissez-vous à ce cri de cœur du monsieur qui vient de dire qu'il faudrait qu'au niveau le plus haut des institutions mondiales, les Nations Unies, on mette vraiment la culture en priorité de tous ces piliers de développement et de combat? Et deuxièmement, quel conseil donnez-vous pour que, en vous écoutant tous les uns et les autres, j'ai aussi l'impression, peut-être je me trompe, qu'il faut aussi faire changer les mentalités sur la perception de la culture dans l'environnement économique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire changer les mentalités. Merci beaucoup. Je pense que déjà notre échange ici avec la salle donne bien raison à ce monsieur. Et je pense que si le ministre Youssou N'Dour, qui a eu la chance d'avoir été, comme je lui dis, des deux côtés de la table, voulait se livrer un peu plus, il nous en dirait un peu plus. Ça veut dire quoi concrètement? Ce monsieur a raison. Et les gens n'ont pas suffisamment pris conscience que
là, je vais vous retourner votre propre question. Vous dites, est-ce qu'il y a de l'économie ou est-ce que la culture produit de l'économie? Je vais vous surprendre en vous provoquant, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'économie sans culture. Tout à l'heure, j'étais très heureux quand nos amis parlaient d'agriculture, en disant la première phase dans l'humanité, c'était juste de ramasser en quelque sorte ce que la nature et le bon Dieu nous donnaient. Mais là, nous étions encore à l'état animal. Nous avons commencé à partir de la culture, à utiliser nos propres conceptions pour transformer le monde. Et c'est là où l'agriculture est née. Et ça n'est pas un hasard du tout, mais je ne veux pas aller dans des théories trop compliquées, s'il y a encore culture dans l'agriculture. Mais je vais plus loin maintenant pour vous. Pourquoi les entreprises qui sont pour vous les bases de l'économie continuent à utiliser deux termes, pas plus? Tout le reste, on verra dans la plateforme de Youssou N'Dour. Il n'y a pas d'entreprise compétitive sans innovation, sans savoir et sans savoir-faire. Vous le savez. Cela, c'est de la culture, ça s'appelle production de savoir et de savoir-faire. Mais de manière plus directe, il n'existe pas d'entreprise, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine, performante, sans véritable culture d'entreprise. Pourquoi vous l'appelez culture d'entreprise? Pourquoi vous l'appelez culture d'entreprise? Parce que vous reprenez exactement les mécanismes d'organisation culturelle au sein d'une société. Quelquefois, avec un mythe fondateur, on dit la société Richard Attias, comme lorsque mon grand-père a créé un village dans le Sine. Pourquoi votre société s'appelle Richard Attias? Elle aurait pu s'appeler autrement, mais vous créez un concept identitaire. Ensuite, vous donnez une méthode de travail qui devient un rite. De la même manière qu'il y a des rites culturels dans nos sociétés. Vous donnez des éléments d'identification, des symboles et surtout, les cultures d'entreprise qui produisent de l'économie sont celles qui s'appuient sur des valeurs. Loyauté, fidélité à l'entreprise, l'honnêteté. Vous ne pouvez pas avoir l'homme le plus compétent du monde s'il est voleur dans votre propre société. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs immatérielles que nous transmettons, sinon des valeurs culturelles? On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, c'est très vrai. Et je suis certain que beaucoup, comme moi, resteraient des heures à vous écouter. Vraiment, ce débat est passionnant. Je vais juste vous répondre de façon anecdotique, puisque vous m'avez gentiment interpellé, et c'est intéressant. Pendant 25 ans de ma carrière, ma société s'appelait totalement différent que mon nom. Parce que ma culture marocaine, africaine faisait que, et française, puisque j'ai été éduqué, faisait que par pudeur. Jamais je ne pouvais mettre mon nom en avant, jamais. Et c'est drôle parce que quand j'ai déménagé aux États-Unis il y a 5 ans, et que j'ai créé la nouvelle société, la première recommandation de tout le monde aux États-Unis, ça a été de dire, mais attends, en 25 ans, vous avez créé une empreinte, vous avez une culture, vous devez vous appeler. C'est là que je me suis rendu compte que toutes les boîtes aux États-Unis s'appelait du nom du fondateur. Voilà, mais je crois que vous avez raison. Il faut qu'on soit fier de son identité, il faut qu'on soit fier de ce que vous accomplissez. Et si je crois qu'il y avait encore un tout petit doute sur le fait, sans vouloir vous flatter, que le Sénégal est un grand peuple de culture avec des hommes brillantissimes, eh bien aujourd'hui, on a levé complètement ce doute. Merci Eric, merci Sensei, merci à vous tous et merci Youssou N'Dour pour cette intervention brillante.